Avant toute chose, je tiens à préciser que cette vidéo ne vise en aucun cas à classer des personnages du manga par puissance. Ce n'est pas le propos. Je souhaite plutôt que l'on réfléchisse ensemble à la notion de puissance dans One Piece. Bon visionnage. La puissance dans One Piece. Voilà une thématique plus que vue et revue sur les réseaux sociaux. On ne compte plus le nombre de débats de puissance entre un tel et un autre. Pourtant, même si cette thématique revient souvent, je trouve qu'elle a été, à ma connaissance, assez peu exploitée. Salut, c'est Sancho, et aujourd'hui abordons ensemble le sujet de la puissance dans One Piece. Commençons d'abord par définir la puissance. Il n'existe pas qu'une seule définition de la puissance, nous allons dans cette vidéo en présenter deux. On peut de manière assez intuitive voir la puissance d'une personne comme sa force au combat, mais on peut également, de manière un peu plus poussée, la décrire comme la capacité d'un individu ou d'un groupe à agir ou à influencer les choses de manière significative. On a déjà deux définitions bien différentes. Prenons deux exemples concrets. D'un côté un dragon céleste et de l'autre Arlong. Si l'on se fie à la première définition, la puissance du Tenryubito serait a priori assez faible, tandis que celle de l'homme-poisson bien plus élevée. En revanche, dans le cas de la deuxième définition, c'est l'inverse. On voit donc qu'il y a déjà un premier problème de définition. Il faudrait, avant même de commencer à parler de puissance, se mettre d'accord sur ce que l'on entend par là. Une fois cela fait, on peut commencer à l'étudier, et plus particulièrement à s'intéresser à sa représentation. Comment faire comprendre qu'un personnage est fort ? Encore une fois, il y a deux possibilités, soit le dire, soit le montrer. Je pense personnellement qu'il est plus intéressant de nous la faire voir. Comme d'habitude, illustrons tout ça avec des exemples. Et qui de mieux pour incarner la puissance que l'homme qui s'est dressé au-dessus des autres, reconnu comme le plus fort, qui pourrait mettre les empereurs en sueur. Je parle évidemment de Go-Di Usopp. Non, plus sérieusement, Barbe Blanche. Ce personnage nous est présenté comme étant l'homme le plus fort du monde. Comparons maintenant cette information avec sa confrontation avec Roger. Nous avons tous la scène en tête, le choc de ces deux légendes qui s'affrontent sans même se toucher. Dans le premier cas, nous comprenons la force de Barbe Blanche, dans le second, nous la ressentons. C'est pourquoi je préfère une représentation graphique que littéraire. Le seul inconvénient est du côté de l'auteur. Celui-ci doit faire preuve de créativité et d'ingéniosité pour surprendre les lecteurs et leur faire véhiculer les émotions qu'il faut. Cela étant dit, on peut faire un premier constat. Les débats de puissance sont omniprésents dans la sphère One Piece. Shanks contre Mihawk, Zoro contre Sanji, Luffy contre Katakuri, et plus récemment Luffy contre Kaido. D'où la question suivante, peut-on réellement débattre de puissance ? Un débat de puissance oppose généralement deux personnages et on cherche à savoir lequel est le plus fort. Mais peut-on déjà évaluer la force d'un personnage ? Je ne pense personnellement pas, mais supposons pour l'instant que oui. Quels critères peut-on utiliser pour la mesurer ? Les vidéastes utilisent souvent leurs propres indicateurs. On voit certaines caractéristiques récurrentes comme l'attaque, la vitesse ou l'endurance, puis quelques originalités comme l'influence, l'expérience ou encore la volonté. Évidemment, cette liste est loin d'être exhaustive, mais vous avez saisi l'idée. Le problème, c'est que si chacun fixe ses propres critères, on peut en réalité arriver au résultat que l'on veut. Reprenons l'exemple du dragon céleste et d'Arlong. Si je me limite à la force physique, alors Arlong est le plus fort. Si j'inclus l'influence ou l'autorité, ça devient le Tenryubito. Je peux ainsi choisir qui je souhaite faire gagner en définissant mes variables et donc en fixant mes propres règles. Mais admettons que par un miracle, nous nous mettions tous d'accord sur les mêmes critères. Ces derniers peuvent être remis en question au fil de l'apparition du manga. Cela est principalement dû à une surenchère permanente. Lorsqu'un personnage est introduit tôt dans le manga et qu'il est réputé puissant, il y a de fortes chances que les démonstrations de force dont il a fait preuve paraissent risibles en comparaison de ce que réalisent les personnages à la fin de l'œuvre. Prenons à nouveau le cas de Barbe Blanche, introduit comme l'homme le plus fort du monde. Durant Marineford, son fils Squardo a réussi à lui transpercer le thorax avec une facilité déconcertante, là où Big Mom et Kaido ont une peau qui est réputée impénétrable. De plus, nous n'avons pas vu l'éveil du fruit du démon ou d'une quelconque forme de haki chez notre moustachu préféré. Pourtant, aujourd'hui, nous avons l'impression qu'un personnage qui n'aurait ni éveillé son fruit, ni ses haki, serait même indigne d'affronter Luffy. Bon, on pourrait se dire que Marineford remonte à presque 15 ans et que ça peut expliquer que la surenchère excessive ait atténué les prouesses de Barbe Blanche. Mais en réalité, même en prenant des faits plus récents, on arrive au même résultat. Reprenons l'exemple cité précédemment, lorsque Oda a choisi de nous remontrer la puissance d'Edward Newgate au travers du personnage de Roger. Ces derniers se sont affrontés à distance. On pensait alors que fendre le ciel était le critère traduisant le niveau empereur, et la confrontation à distance celui traduisant le niveau roi des pirates. Cela avait du sens, jusqu'à ce que Zoro réalise la même prouesse face à King. On peut même aller plus loin et s'étonner de la facilité avec laquelle l'épéiste aux cheveux verts a atteint ce niveau. Lui qui a découvert qu'il avait le haki des rois 15 minutes plus tôt, là où Luffy s'est entraîné à le manipuler pendant 2 ans. On voit bien que plus le manga avance et plus cette surenchère entache les critères établis par le passé. Rétroactivement, cela pose un problème. Barbe Blanche a beau être présenté comme le plus fort,
Aujourd'hui, Big Mom, Kaido ou Luffy semblent réaliser des prouesses bien plus impressionnantes. Bon, je réalise que je me suis pas mal acharné sur le personnage de Barbe Blanche, mais en réalité, on pourrait appliquer le même raisonnement à d'autres personnages du manga. Par exemple, Roger, lors de son exécution, s'est fait transpercer par 2 bourreaux random de la marine. Idem, Shanks s'est fait arracher le bras par un monstre marin qui a été terrassé par Luffy au tout début de son aventure. Enfin bref, même en mettant la surenchère de côté, en réalité, la puissance d'un personnage ne dépend que du bon vouloir de l'auteur. Rien ne l'empêche de faire revenir un personnage faible pour le mettre au devant de la scène. Il lui suffit d'inventer n'importe quelle explication, un entraînement par exemple, et cela suffit à tout justifier. Si vous n'êtes pas à jour dans le manga, un timecode apparaît pour éviter de vous faire spoiler. Vous l'aurez compris, je parle de Lucci. On ne connaît pas réellement son niveau actuel, mais on a pu le voir encaisser quelques attaques de Luffy en Gear 5, là où le Luffy après Whole Cake, donc après avoir vaincu Katakuri, n'arrivait pas à encaisser un seul coup de Kaido. Cela semble difficile à comprendre. Pour appuyer ce que je viens de dire, faisons un petit exercice. Comparons le parcours de Luffy à celui de Lucci, puis tirons nos propres conclusions. À Enies Lobby, les deux personnages étaient d'un niveau sensiblement proche. Depuis, Luffy a affronté 2 capitaines corsaires, s'est infiltré à Impel Down, a participé à la guerre au sommet, s'est entraîné 2 ans avec Rayleigh, s'est battu rapidement avec Fujitora et a fait tomber Kaido et Big Mom. En clair, Luffy a affronté grand nombre des plus puissantes figures du monde de One Piece. Qu'a réalisé Lucci depuis Enies Lobby? En réalité, nous n'en avons aucune idée. Il n'a affronté, ou en tout cas n'a vaincu, aucun grand nom de la piraterie, aucun membre de la Pierre Génération, aucun empereur. Et pourtant, aujourd'hui, il est suffisamment fort pour ne pas se faire one-shot par Luffy. Pourquoi? Parce que cela arrange l'auteur, et c'est tout. Inutile d'essayer d'aller plus loin. En clair, le niveau de puissance d'un personnage ne peut pas être évalué. Et même si nous le pouvions, qu'est-ce que cela nous apporte de savoir qu'un tel est plus fort qu'un autre? À mon sens, j'ai bien l'impression que ce sont des discussions qui n'apportent pas grand-chose. Cela ne rend pas le personnage meilleur, plus profond ou plus touchant, et on ne comprend pas spécialement mieux l'œuvre. Mais dans ce cas, si nous ne pouvons pas évaluer la force d'un personnage, pourquoi la puissance est-elle une thématique si centrale? Déjà, du point de vue de l'auteur, jouer sur les rapports de force permet de véhiculer différents messages. D'abord, le danger. Le mangaka peut mettre en place une tension facilement en mettant un personnage que l'on apprécie face à un autre beaucoup plus fort. C'est ce que l'on a eu par exemple à Impel Down avec le personnage de Magellan, qui s'est retrouvé face à Luffy, puis Bon Clay. Autant pour le personnage principal, on se doute que l'auteur le sauvera. Autant pour Bon Clay, on pouvait réellement croire à sa mort. Cela rendait le sauvetage d'Ace encore plus important, mais bon, une fois encore, on ne sait par quel miracle Mr. Two a survécu. Ensuite, les rapports de force permettent de montrer la progression d'un personnage. C'est à ça que servent les nombreux one-shots de Luffy. Depuis le premier chapitre avec le monstre de la baie, on se dit que Luffy a bien grandi et qu'il est prêt à prendre la mer. Idem avec Bellamy, on comprend que les petites primes ne valent plus rien pour le chapeau de paille. On poursuit à Marineford, Luffy met KO en un coup un géant de la marine, et encore un peu après, c'est au tour des pacifistas. Tous ces moments nous permettent d'assister à l'évolution du personnage principal, et on en tire une certaine satisfaction de le voir ainsi grandir. Maintenant, la puissance a aussi un autre intérêt majeur pour les mangaka. Nous l'avons vu précédemment, les débats de puissance sont hyper répandus au sein des communautés manga. Voilà l'autre face cachée des rapports de force. Elles entretiennent la hype autour de l'œuvre, les fans se disputent en boucle pour savoir qui est le plus fort, la faisant ainsi vivre et résonner. Et dans ce cas, pour avoir un maximum de débats, il vaut mieux avoir des rapports de force ambigus. Cela arrange bien l'auteur, c'est pourquoi il en joue, comme on peut le voir avec le débat Shanks contre Mihawk. L'un est censé être le meilleur épéiste au monde, l'autre était censé être son rival lorsqu'il avait 2 bras, et maintenant n'en a plus qu'un. Et pourtant, nous sommes incapables de dire qui est le plus fort. Et il est évident que ce flou autour de ces 2 personnages est intentionnel. Il n'est jamais dit clairement que l'un est plus fort que l'autre, mais plusieurs arguments fallacieux nous sont donnés, comme le fait de dire que Mihawk aurait des capacités d'épéiste supérieures à Shanks. Tout ça dans l'optique que les fans utilisent ces arguments pour débattre et donc faire vivre le manga. Concluons. La puissance est souvent une thématique centrale dans les mangas de combat. Pourtant, cette notion nous reste toujours opaque. On peut tout de même évoquer un problème là-dedans, je trouve que les histoires perdent en intérêt lorsque les personnages deviennent trop forts par rapport à leur univers. Par exemple, si les Mugiwara devaient affronter un autre groupe, pourquoi mettre en place un plan? Pourquoi faire preuve de stratégie? Pourquoi recruter des alliés? Il suffit que Luffy et Zoro aillent se battre et la situation est réglée. On ne ressent plus de tension, on ne s'inquiète plus pour les personnages, la puissance qui servait initialement à véhiculer des émotions peut, si mal gérée, les anéantir. D'où la problématique de comment bien gérer la puissance dans un manga. Sur ces mots, nous finissons cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos avis en commentaire, à liker et partager si elle vous a plu, et je vous dis à très bientôt.